Rester soi-même, 5 habitudes que j'ai dû changer. Si tu as du mal à rester toi-même pleinement au contact des autres, alors cette vidéo est pour toi. Quand tu es au contact des autres, tu as le sentiment de te suradapter, de devoir faire des efforts. Et autant peut-être quand tu es seul, tu as l'impression d'être plutôt en paix avec toi-même, autant au contact des autres, au contact du monde, tu as l'impression que tout s'emballe, que tu perds le fil de celle que tu es vraiment. Soit parce que tu écoutes beaucoup les avis des autres et tu es comme influencé par leurs opinions, par leurs croyances et tu as du mal à rester solide, à rester centré sur toi, sur tes convictions, sur ce que tu aimes, sur ce qui est important pour toi. Soit peut-être parce que tu as du mal à ne pas te comparer aux autres. Tu es sans cesse en fait dans un mode de comparaison et tu vas jalouser par exemple les autres, les envier facilement, perdre de vue ce que tu fais de bien également, bref, avoir tendance à te dévaloriser. Donc forcément, ça a un impact sur tes relations avec les autres, mais surtout, ça t'empêche vraiment d'être toi-même, de t'affirmer pleinement au contact des autres. Si c'est ton cas, écoute bien cette vidéo, je vais te partager bien moi les 5 habitudes que j'ai dû changer pour rester moi-même au contact des autres. Soit des habitudes que j'ai dû prendre, soit des habitudes que j'ai dû arrêter d'avoir parce qu'elles m'empêchaient justement de rester centrée, de rester alignée. Alors d'abord, pourquoi est-ce que c'est difficile de rester soi-même au contact des autres? Je vois déjà moi une première raison qui fait que c'est difficile et à mon sens de plus en plus difficile. C'est le fait que l'on vit dans un monde qui s'emballe. Je ne peux pas parler d'authenticité sans aborder la question des réseaux sociaux. Parce que même si on se plaint du manque de temps, je le vois chez toutes les clientes que j'accompagne, on passe beaucoup de temps sur les réseaux. Et les réseaux, c'est vraiment quelque chose de très insidieux. Parce que on voit sur les réseaux des morceaux de vie que les autres ont choisi, des belles mises en scène, des belles photos, etc. Et malgré nous, eh bien, ça s'ancre en nous comme étant une sorte d'objectif, une sorte de destination, une sorte de modèle. Et c'est de plus en plus difficile de garder ce contact avec soi quand on est, eh bien, assailli en fait de ces images et de ces modèles toute la journée. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première raison. La deuxième raison, je dirais, que je vois au fait que c'est de plus en plus difficile d'être soi-même, paradoxalement, c'est l'émergence et la place que prend le développement personnel aujourd'hui dans notre vie. Mais un développement personnel, à mon sens, qui est biaisé avec tout un tas de raccourcis. On veut aller vite, on veut des résultats rapides, on veut le consommer comme toute autre chose. Et résultat, on fait des raccourcis. Il y a un raccourci que je trouve très dangereux dans le développement personnel, c'est vraiment cette idée qu'il faudrait être la meilleure version de nous-mêmes. C'est très difficile, cette idée de meilleure version de nous-mêmes, avec cette envie d'être authentique, d'être pleinement nous-mêmes dans toutes nos nuances. Et je crois que s'accrocher à l'idée d'une meilleure version de nous-mêmes, je le vois constamment, eh bien ça nous pèse en réalité, ça nous empêche vraiment de garder le fil de nous. La troisième grande raison qui fait que c'est difficile de rester nous-mêmes au contact des autres, au contact du monde, eh bien, c'est l'idée que l'on grandit dans une société qui a plutôt tendance à lisser les différences, qu'à encourager chaque personne à être pleinement soi-même. Je pense bien sûr aux institutions, je pense à l'inconscient collectif, je pense aux croyances avec lesquelles on a grandi, aux messages que nos parents, que les adultes qu'on a côtoyés enfants nous ont transmis malgré eux. Des messages tyrans, du genre fais plaisir aux autres, du genre ne montre pas tes faiblesses, etc. qui, eh bien, forcément, nous empêchent en fait d'accepter certaines parties de nous-mêmes. Et bien sûr, je pense aussi à l'école qui essaye, eh bien, d'amener tous les enfants à un même niveau de connaissance, également de savoir-être de plus en plus aujourd'hui, mais qui a plutôt tendance, du coup, à lisser les différences pour que ce soit facile aussi pour un enseignant. Donc, on va avoir tendance à gommer les points forts et puis les particularités de chaque enfant pour plutôt essayer de les laisser et de les faire se rejoindre dans une moyenne, mais qui est beaucoup plus facile ensuite à éduquer quelque part. Donc pour moi, ça, ce sont vraiment les 3 raisons principales qui font qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de rester soi-même au contact des autres. Donc j'aimerais maintenant te partager 5 clés, 5 choses que moi-même j'ai dû soit arrêter de faire, soit commencer à faire
pour être pleinement moi-même au contact des autres. Parce que bien sûr, c'est une thématique qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Quand je m'y suis aperçue un jour, il y a une dizaine d'années, que je ne savais même pas ce que j'aimais vraiment dans ma vie, ou si j'avais appris à aimer les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Et je me souviens encore d'avoir pris le temps de décortiquer tout ce que je disais aimer depuis toujours et m'être posé la question, est-ce que je l'aime parce que je l'aime ? Est-ce que je l'aime parce que ça fait plaisir à papa, parce que ça fait plaisir à maman, parce que ça m'a flatté que tel professeur me fasse telle ou telle remarque à ce sujet. Donc ça a été un grand thème dans ma vie, que d'oser être soi et de se reconnecter en fait pleinement à celle que j'étais. Et encore une fois, en essayant d'enlever un petit peu ce prisme, ce reflet sans cesse renvoyé par la société et par les autres. La première chose que j'ai arrêté de faire pour réussir à être pleinement moi-même au contact des autres, c'est de réaliser, et ça a été très long, de réaliser que ce que je voyais des autres, ce n'était que ce qu'ils voulaient bien me montrer. Et je me souviens de discussions profondes que j'ai pu avoir avec des gens où je me suis aperçue que chaque personne avait ses propres souffrances, avait ses propres épreuves. Je côtoyais des personnes depuis des années. J'avais une impression de force incroyable qui se dégageait d'elles et que moi, à côté, j'étais pleine de travers, pleine de défauts, pleine de vulnérabilité, de fragilité. Et je me souviens de conversations où j'ai pris conscience de ce qu'en réalité, chaque personne, en fait, traverse des épreuves. Chaque personne est au contact des émotions les plus pénibles, comme moi-même, je pouvais, en fait, les vivre. Et ça, cette idée d'arrêter de comparer les coulisses de ma vie avec ce que les autres me montraient de leur vie, ça a vraiment été pour moi game changer. Ça a vraiment fait une différence énorme. C'est cette phrase que j'aime, ne compare pas les coulisses de ta vie avec les morceaux choisis des autres. Bien sûr, avec les réseaux aujourd'hui, parce qu'en plus, là, je ne vous parle même pas d'une époque où on baignait autant qu'aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Et déjà, je m'étais fait cette réflexion que pour moi, il n'y avait rien de plus puissant et de plus libérateur que de prendre conscience de ce que les autres traversaient la même chose ou des choses équivalentes. C'est d'ailleurs pas pour rien si j'ai choisi comme titre de mon podcast « Toi qui me ressembles » parce qu'en réalité, on se ressemble par tout ce qu'on cache, par tout ce qu'on n'ose pas dire. Et donc, c'est pleinement libérateur que d'aller chercher dans nos relations avec les autres leur part de vulnérabilité. Donc déjà, trier les comptes qu'on suit sur les réseaux pour vraiment aller au contact des personnes qui révèlent, qui parlent de ces zones d'ombre et également oser les discussions profondes avec les personnes qu'on côtoie. Encore une fois, sortir de ce schéma des morceaux choisis des autres et vraiment aller prendre contact avec leur vulnérabilité, c'est très libérateur. La deuxième chose que j'ai dû changer dans ma façon de penser notamment, c'était de croire que j'étais là par hasard. J'ai longtemps cru en fait, que j'étais là par hasard, que la vie n'avait aucun sens, qu'on était le fruit d'une évolution miraculeuse mais en même temps purement hasardeuse et que donc il n'y avait rien d'autre à espérer que ça. J'ai adoré m'intéresser notamment à la philosophie des sciences et entendre un astrophysicien dont je ne prononcerai pas le nom parce que je vais l'écorcher comme d'habitude, qui est d'origine vietnamienne et qui est français, parler de cette probabilité que le monde soit un hasard, que notre existence soit purement un hasard et qu'il en arrive à la conclusion que c'est quasiment impossible, que la probabilité que ce soit un hasard pur est quasiment impossible. Elle équivaut à la probabilité de toucher une cible d'1 millimètre de hauteur en étant à 15 milliards d'années-lumière de mémoire avec sa flèche. Donc elle est quasiment impossible cette probabilité. Donc si on sort de cette croyance, de cette vision, de ce paradigme que nous sommes là par hasard et qu'on se connecte au contraire à une autre idée, l'idée qu'on avait une chance sur un trilliard d'être tel que nous sommes, une chance sur un trilliard d'être tel que tu es, exactement celle que tu es, et de se dire, plutôt que de croire que c'est un hasard, accepter l'idée que c'est voulu, en fait, que j'ai été choisie pour celle que je suis. Et donc, mettre en valeur, donc à l'inverse de ce qu'on a toujours entendu, mettre en valeur notre unicité. Parce qu'en réalité, nous sommes attendus pour révéler cette unicité et l'offrir en cadeau, parce que elle a quelque chose de très très beau, d'unique, en fait, à offrir, et que c'est ça notre objectif. Vous connaissez cette citation d'Oscar Wilde,
être soi-même parce que tous les autres sont déjà pris. Bien oui, clairement, il y avait une chance sur un trilliard que je sois telle que je suis. On ne me demande pas d'être pareil que telle ou telle personne, que cette voisine, que cette personne que je suis sur les réseaux. Non, ma mission à moi, c'est d'être moi-même et d'être pleinement moi-même. La troisième habitude que j'ai prise et qui a beaucoup changé ce chemin d'authenticité, c'est de m'accorder des pauses plus souvent. De passer moins de temps sans coupure au contact des autres parce que je sais qu'en tant qu'hypersensible, je prends beaucoup, j'accueille beaucoup, je suis forcément très impactée par ce que vivent les autres eux-mêmes et que ça peut me faire perdre le fil de moi. Avoir conscience de ça et m'accorder des pauses régulières pour me retrouver avec moi-même, pour me recentrer, pour me ressourcer, ça a fait vraiment une énorme différence. Je t'encourage à le faire si tu es très sensible aussi. C'est vraiment de t'accorder des pauses dans tes contacts avec les autres. Passe 10 minutes seul au cours d'une après-midi, par exemple, où tu sais que tu dois côtoyer du monde. Simplement pour te recentrer, pour revenir à toi-même. Ça, pour moi, ça a fait une grosse différence. Sinon, je pouvais passer beaucoup de temps dans cette espèce d'effervescence, à perdre vraiment le fil, à être totalement influencée, totalement imprégnée de l'énergie des autres et vraiment accepter ce besoin de pause unique, respecter mes besoins, ça fait une grande différence. C'est vraiment une habitude qui a changé la donne. Quatrième habitude que j'ai prise, quand je suis au contact des autres, que je ressens une jalousie, une envie ou une tentation simplement de me comparer aux autres, eh bien aujourd'hui, au lieu de rejeter cette émotion désagréable, au lieu de juger, c'est pas bien, t'es jalouse, etc., j'utilise vraiment ça comme un levier. C'est-à-dire que je me tourne vers moi, je regarde ce qui est en train de se passer à l'intérieur et je me pose la question. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce sentiment d'envie, voire de jalousie? Pourquoi est-ce que là tu es en train de te comparer et pourquoi est-ce que cette comparaison, elle crée une souffrance? Parce qu'en réalité, on pourrait simplement se comparer aux autres et réaliser objectivement, bah tiens, elle est forte pour ça, elle arrive bien à faire ça, moi de mon côté, je vais plus réaliser ça ou ça, mais ça pourrait être quelque chose de totalement positif. Nous sommes toutes et tous différents et on s'enrichit de ça. S'il y a une souffrance, c'est qu'est-ce qui se cache derrière et qui fait que je suis en train de souffrir? Pourquoi est-ce que j'en souffre? Est-ce qu'il y a une de mes valeurs qui est mise à mal dans ce que je vis, dans la vie que je suis en train de mener et qui crée ce conflit à l'intérieur? Et bien sûr, qu'est-ce que je peux changer en conséquence pour aligner ma vie sur mes valeurs et me sentir totalement en accord avec celle que je suis? Et enfin, la cinquième, dernière habitude que j'ai prise et qui est vraiment une habitude qui va recouvrir en fait et soigner tous les problèmes que je peux rencontrer au quotidien, c'est vraiment l'habitude d'être à mon écoute et d'accepter. Accepter pleinement l'imperfection. Je crois que là, on touche le cœur de rester pleinement soi-même au contact des autres. Si j'arrive à accepter pleinement les émotions difficiles qui me traversent, qu'il y ait de la peur, qu'il y ait de la colère, qu'il y ait de la comparaison, qu'il y ait de la jalousie parfois, qu'il y ait un sentiment de jugement parce que j'arrive pas à être moi-même, qu'il y ait un sentiment d'infériorité. Si au lieu d'essayer simplement de comprendre et de rejeter l'émotion qui est là, je suis en mesure de la reconnaître comme une émotion, de l'observer comme une émotion, avec toutes ses manifestations physiques, avec toutes les formes que l'émotion peut prendre, toutes les façons de se traduire. Et si je suis capable vraiment de faire une place en moi, à ces petites parties de moi que j'aime moins, que je trouve moches, si je suis capable vraiment de les accepter en me disant voilà qui je suis, voilà tous ces petits bouts qui me composent moi-même. C'est vraiment ça la notion d'acceptation. C'est de lâcher prise sur l'envie de supprimer et de simplement accepter l'existence. Ça ne veut pas dire que je me résigne à vivre ça toute ma vie. Ça veut simplement dire que je lâche prise sur l'objectif de supprimer tout ce qui est là. Et donc au lieu de faire ça, eh bien, j'accepte simplement l'existence. Je reconnais, je te vois, mon envie de comparer. Je sais que tu es là. En un sens, tu fais partie de moi en tant qu'émotion qui me traverse, en tant que pensée qui me traverse. Et je suis OK avec ça. Pouvoir être OK avec ça, c'est vraiment une clé très précieuse. Accepter les zones d'ombre, accepter l'existence de l'ego, accepter les blessures également qui sont présentes. Ça, pour moi, c'est un chemin qui est essentiel. Et tout ce que je viens de vous partager, c'est vraiment le cheminement que j'amène mes clientes, des femmes brillantes et sensibles, à suivre pour se reconnecter pleinement à elles-mêmes. On fait un cheminement pour apprendre à s'écouter,
pour apprendre à voir ses forces, voir sa magie, voir sa lumière, son unicité, pour apprendre aussi à accepter pleinement toutes les zones d'ombre, parce qu'on résiste beaucoup à ces zones d'ombre, et enfin, dans un quatrième temps, bien sûr, vivre la vie alignée, en accord avec soi. La vie qui vient en vrai tenir compte de toutes ces dimensions, de tous ces besoins, de toutes ces valeurs, de toute cette unicité. Ça, c'est vraiment un chemin magnifique et c'est le chemin expérience que je propose depuis 2017. Voilà ce que j'avais envie de te partager, ces 5 habitudes que j'ai changées moi-même. Si tu as autour de toi une personne, plusieurs personnes qui ont du mal à rester elles-mêmes au contact des autres, si tu sens que cette vidéo pourrait leur être utile, bien partage-la. Ce sera avec grand plaisir déjà que j'étendrai ces enseignements parce que je les trouve vraiment importants et je sais que les partages d'expérience, c'est très très précieux pour les personnes qui n'arrivent pas à changer, qui tournent en rond. Merci beaucoup pour ton écoute. Passe une très très belle journée. À bientôt.